Je vais d'abord me présenter un peu, puisqu'en fait, je suis avant tout architecte, plus qu'historien. Et donc, je vais vous apporter un regard qui porte avant tout sur le projet architectural et non sur l'analyse de tel ou tel édifice ou d'une typologie particulière. Je ne vais pas non plus vous montrer d'exemples idéaux de réalisation sensationnelle ou de recettes qui vous permettent de réussir un projet sans difficulté, mais je souhaite au contraire vous transmettre en fait les questions que je me pose comme praticien et qui, à mon avis, doit se poser un architecte face au projet de réhabilitation sur un site industriel, qu'il s'agisse d'un diagnostic patrimonial, d'une étude de faisabilité ou encore d'une étude de maîtrise d'œuvre. Donc je déroulerai ma conférence en 3 phases que, si vous souhaitez, nous pouvons couper avec des pauses, si vous souhaitez poser des questions. Donc la première phase, c'est la question du concept de patrimoine industriel. Quelle est son étendue, quelles sont ses limites, qu'est-ce que ça signifie aujourd'hui dans notre société contemporaine qui est en pleine phase de mutation technologique et économique. On parle souvent d'une 3e révolution industrielle ou encore d'une société post-industrielle. Moi-même, ayant vécu dans mon enfance, je dirais, la période de l'industrie florissante dans le port de Dieppe, et pendant mes études, j'ai assisté à la crise de 73 et à l'énorme phénomène de désindustrialisation qui s'est produit dans toute l'Europe. Et aujourd'hui, donc, dans ma pratique, je vois aujourd'hui qu'est-ce que ça signifie la question de la réutilisation. Donc je pense que ce regard à travers plusieurs décennies m'aide à comprendre mieux, je dirais, la question des projets de réhabilitation et comment ils participent à cette nouvelle économie. La deuxième thème, ce sera la question donc, du projet. Donc de voir en quoi, en quelque sorte, le projet de réhabilitation sur le patrimoine industriel a une spécificité par rapport déjà à une réhabilitation par exemple d'immeubles haussmanniens, spécificité par rapport à la construction neuve, à différentes échelles, à l'échelle urbaine, territoriale, sur sa forme architecturale, sur la question du programme ou encore des techniques de construction. Troisième point, ça sera la question de l'économie, puisqu'on en parle finalement assez souvent, et je pense que la question se pose de façon cruciale. Elle est rarement posée dans les écoles d'architecture. On a vu dans la presse beaucoup de réalisations prestigieuses, remarquables, qui concernent en fait souvent les édifices les plus emblématiques de l'architecture de l'industrie. Et avec souvent des coûts dont on parle peu, qui sont souvent des coûts assez importants et souvent supérieurs au neuf. Donc, comme le citait tout à l'heure Béatrice Roderer, on m'a commandé il y a 2 ans une étude spécifique sur cette question de l'économie du coût des travaux, donc, sur la question des édifices les plus modestes qui, en fait, recouvrent l'essentiel du patrimoine industriel d'aujourd'hui. En fait, quels sont les véritables coûts d'intervention et comment on peut les comparer avec les coûts de la construction neuve. C'est une étude qui était destinée avant tout à sensibiliser les élus sur cette question-là. Les élus, souvent, les politiques voient la réhabilitation comme quelque chose de très cher. Et donc, je vous donnerai quelques informations des conclusions de cette étude, d'ailleurs, qui débordent largement dans ses conclusions sur la question du simple coût des travaux, mais qui pose la question de l'économie du patrimoine dans la question de la revitalisation du territoire et des espaces urbains. Donc, je vais passer à la première phase, la question du concept du patrimoine
industrielle. Donc là, je vous montre à travers 3 exemples qui n'ont pas grand-chose à voir entre eux, sinon qu'il s'agit dans tous les cas de patrimoine industriel. Un premier exemple ici, à l'époque romaine, je crois au IIe siècle avant Jésus-Christ, à Tarifa, dans le sud de l'Espagne, en Andalousie, où se situaient en fait les salaisons du poisson pêché donc au large, qui était destiné à alimenter toute l'armée romaine pour toute la péninsule ibérique. Et c'était donc aujourd'hui, c'est un véritable patrimoine industriel, hein, inséré dans une ville romaine qui a toute sa valeur. Deuxième cas, en haut, donc une filature et usine de tissage textile en Normandie, qui est peut-être l'exemple le plus emblématique de ce qu'on connaît d'architecture industrielle, donc usine en shed, un système modulaire répétitif. Et un troisième exemple en bas qui est l'usine Vandel à Rotterdam, datée des années 30 et qui est aujourd'hui reconvertie. On pourrait citer des exemples même aujourd'hui encore plus récents, mais vous voyez donc qu'à travers ces 3 exemples, on s'aperçoit que le concept de l'architecture industrielle traverse en fait toute l'histoire de l'architecture et est en quelque sorte une leçon d'architecture qui interfère sur beaucoup d'autres questions. On a souvent tendance à assimiler les usines à des machines, à un certain degré de mécanisation. C'est vrai, bien sûr, à partir notamment de la révolution industrielle et de ses prémices au siècle des Lumières, avec ici, vous voyez quelques exemples tout à fait caractéristiques où en fait, l'enveloppe du bâtiment est en osmose avec ces machines. C'est bien sûr une définition, mais ce n'est pas la seule. Je travaille actuellement sur le plan de sauvegarde de la ville de Mouarak, l'ancienne capitale du royaume du Bahreïn. C'est un projet UNESCO, où on a en fait une industrie sans machine, parce que c'est l'activité de récolte de la perle. Donc c'était des pêcheurs qui récoltaient en plongeant les perles pour ensuite les vendre dans le monde entier. Donc il y avait, je crois, 6000 plongeurs en fait qui partaient quotidiennement au large du royaume et qui récoltaient ces perles. Et donc cette activité, même sans machine, en fait, du fait de son gigantisme, qui mobilisait toute une population de près d'1 million d'habitants, en fait, a le titre d'économie industrielle, en fait. Et c'est à ce titre-là que l'UNESCO est en train de donner son label, je dirais, à ce patrimoine mondial qui porte d'une part, bien sûr, sur les traces des lieux de récolte des huîtres, mais aussi sur toutes les traces des maisons des plongeurs, les maisons des capitaines de bateaux, les maisons des négociants. Vous voyez ici en bas la demeure d'un négociant avec son salon de réception et sa mosquée personnelle, privée. Donc bien sûr sur les traces matérielles, mais aussi sur la question d'une mémoire immatérielle qui relate l'histoire de la perle, des récits, des chants des marins, des parcours qui se situaient entre la ville et le port. Donc tout ça forme un ensemble également de patrimoine industriel. Autre point important, je dirais l'espace usinier, c'est pas seulement l'usine elle-même, le lieu de production, mais c'est aussi tout un ensemble de villes ou d'entités urbaines. Vous avez ici un des premiers exemples français de ville industrielle, c'est Saint-Gobain, donc dans l'Aisne, la manufacture des glaces de Saint-Gobain, avec ici un plan 2800 qui vous montre certes des bâtiments usiniers, mais également des lieux d'habitation, tout un ensemble en fait, même des lieux, je dirais, de nature intégrés dans la ville, qui démontrent que déjà à cette époque, en fait, se pose la question de l'osmose entre l'espace usinier et la ville, puisque la grande difficulté des capitaines d'industrie de l'époque, c'était de fixer une main-d'œuvre rurale qu'il fallait à tout prix donc capter sur les lieux de production et également essayer de la faire rester et habiter sur place. Ce débat, bien sûr, a été exalté par Claude Nicolas Ledoux, donc avec la fameuse ville de Chaux, donc ville, je dirais, théorique utopique qui s'appuie sur sa première réalisation
des salines d'Arc-et-Senans, avec donc la question qu'est-ce que doit être la ville industrielle moderne, en quelque sorte, dans le territoire, quel est son rapport à la nature, quelles activités on va insérer dedans. Et ce débat donc, sur la ville industrielle se prolonge notamment en Angleterre avec la question des Garden Cities, avec Ebenezer Howard et toutes les réalisations de Portland Knight, on pourra en citer beaucoup en Angleterre, donc qui vont poser la question de la ville à la campagne, en fait. Exemple qui sera repris, bien sûr, par Henri Sellier et les cités-jardins dans l'agglomération parisienne. Et donc cette question de l'industrie dans la ville, elle va de façon, je parle un peu de façon caricaturale parce qu'il y a toutes les échelles. On a d'une part les villes, les grandes métropoles européennes qui se densifient sous l'impact de la révolution industrielle. Donc vous avez ici une image de Londres par Gustave Doré au XIXe siècle, avec l'entassement dans la ville. Vous voyez la surdensification des centres urbains avec la pollution, les réseaux de chemins de fer qui s'intègrent dedans, donc qui posent donc la question de l'insalubrité du logement ouvrier, donc toute la question de la paupérisation de la ville. Et à droite, vous avez un autre exemple tout à fait opposé, qui est la création en fait de la ville à la campagne, l'industrie textile qui s'installe au départ sur des sites des sites où se situe l'énergie. Vous avez donc la rivière, la vallée du Cailly, affluente de Rouen. Vous avez donc l'usine, mais vous n'avez pas seulement l'usine, vous avez les habitations ouvrières, vous avez la maison patronale, vous avez le chemin de fer et vous avez également les jardins ouvriers qui viennent alimenter donc les ouvriers. Et donc cette question du patrimoine industriel aussi, elle pose la question aussi de la diffusion internationale des modèles d'usines, des modèles de machines, qui va être facilitée par ces fameuses expositions universelles. Donc tout le monde a vu, je pense, au musée de l'architecture, la maquette du Crystal Palace de Paxton, qui est un des plus beaux exemples d'architecture industrielle. Et cet exemple, largement visité par des millions de visiteurs, à la fois la population londonienne, des touristes, mais aussi des industriels du monde entier, va être un élément de diffusion d'un certain savoir architectural et d'une culture constructive tout à fait nouvelle, donc, qui va se diffuser dans toute l'Europe. Vous avez ici donc d'autres exemples d'expositions universelles, avec l'exposition de 89, la Tour Eiffel et donc la galerie, en bas la galerie des machines, vous voyez, qui est aussi un lieu de découverte des nouvelles techniques. Et donc on va assister peu à peu à une architecture qui va être bien sûr localisée, spécifiée par les techniques locales, par les matériaux, mais qui va être basée sur des principes tout à fait nouveaux liés à la production, au support des machines, à la question des vibrations des machines, à la lumière naturelle, avec par exemple ici l'exemple du shed, l'architecture en shed, donc, qui apparaît en Angleterre vers 1835 et qui va être très très vite diffusée dans toute l'Europe, que ça soit en France, en Allemagne ou en Espagne. Là, vous avez ici un magnifique exemple de l'ancienne filature de Terrassa, tout près de Barcelone, avec donc la reprise du système en shed. Vous avez donc en bas à droite les toitures de cette usine. On retrouve donc le système shed avec des vitrages orientés en général au nord pour éviter une surchauffe des espaces de travail. Mais ici, avec l'utilisation de la voûte catalane, la voûte traditionnelle, adaptée donc au contexte de la Catalogne. Et sur l'image de droite en haut, vous avez une usine en Normandie avec un système également en shed, donc beaucoup plus classique, mais avec une autre particularité, c'est-à-dire que tous les poteaux se situent sur des poutres et peuvent être en fait déplacés en fonction de l'encombrement des machines, ce qui explique pourquoi vous voyez peut-être que les trames ne sont pas
totalement alignés. Est-ce que vous pourriez nous dire plus précisément comment sont construites les voûtes catalanes? Oui, en fait, la voûte catalane, elle est construite à partir de coffrages en bois, en fait. Donc, ce sont en fait des briques en fait en bois posées à plat et qui forment en fait une voûte d'une fragilité, une résistance très très limite, mais qui fonctionne parfaitement. Cet exemple, la voûte catalane, ça remonte au temps les plus anciens. On en voit dans des bâtiments très anciens, et ça a été repris également par Le Corbusier. Je crois que c'est dans la maison Jaoul, en fait, où on retrouve ce système-là. C'est une épaisseur de brique très fine, je crois qu'il fait à peu près 10 cm. Et qui tient en fait par le principe de la voûte en fait. Voilà. Et donc, je pense que quand on est architecte et qu'on intervient sur le patrimoine industriel, même sur un bâtiment isolé, il faut toujours avoir à l'esprit qu'on ne travaille pas dans quelque chose d'isolé, on ne travaille pas sur une boîte, mais on travaille sur un contexte également, sur une histoire, et que je crois que nous, historiens, il faut qu'on ait en tête que notre intervention se situe dans l'histoire. Et donc, il faut savoir où on se situe. Donc là, vous avez ici une carte de 1947 donc, qui situe les principaux bassins d'emploi industriels en France, où vous avez donc en gris les principales zones, et vous avez en noir tout ce qui est bassin minier. Donc vous avez bien sûr le fameux bassin minier du Nord-Pas-de-Calais, vous avez d'autres zones en Alsace, et donc il est très important de comprendre où se situe et dans quel contexte également s'est effectuée cette désindustrialisation. À gauche, vous avez donc un document tiré d'un ouvrage de recherche qui indique en bleu donc la superficie des friches en 1998 et en 2007 la superficie récente de friches sur plusieurs secteurs. Donc vous avez c'est sur la région parisienne. Donc vous voyez en très peu d'années, donc en l'espace d'à peine 10 ans en fait, l'énorme phénomène de résorption des friches industrielles. C'est de l'ordre de 1 à 2 en fait, sur la région parisienne, avec donc l'échelle qui est chiffrée en hectares en fait, oui c'est ça, en hectares. Donc c'est un phénomène très rapide qui ne signifie pas d'ailleurs qu'on a forcément réhabilité. Il y a beaucoup de démolitions qui sont incluses dans ces graphiques et malheureusement on n'a pas le pourcentage de démolition et de réhabilitation. Territoire, je suis désolé, je ne le sais pas. Pardon ? C'est les fonds structurels européens, donc les fonds du FEDER sans doute. Donc ça veut dire la partie financée par le FEDER. D'accord, merci. D'accord. Voilà. Et donc, quand on intervient sur un site, il faut aussi penser que ce site se situait dans un contexte industriel. Et là, je vous prends l'exemple de la Haute-Normandie que je connais particulièrement bien, où en fait, dans le cadre de l'industrie textile, on avait une sorte d'écosystème en fait qu'on voit sur la photo de droite, où vous aviez en fait un système tripartite, où vous aviez donc le coton qui était importé des États-Unis par le Havre. Donc le coton était amené par bateau et stocké dans des entrepôts au Havre. Et il était ensuite transporté par chemin de fer vers Rouen, d'où la création très ancienne, je crois qu'il est 1847, du chemin de fer entre Rouen et Le Havre, donc construit par les Anglais. C'est pas pour rien, parce que les Anglais étaient très très en avance sur les questions d'industrie textile. C'est eux qui vendaient les machines, qui fabriquaient le plus souvent les usines, et c'est donc eux qui vont construire la ligne de chemin de fer. Et donc les usines se situent dans les vallées affluentes de la Seine, donc sur le Cailly, sur le Rebec, sur l'Aubette, sur l'Ostrebert,
sur des vallées où il y a déjà donc au départ la force motrice des rivières en fait, et également un certain degré d'humidité, une hygrométrie, qui permet de bien conserver le coton. Et Rouen donc est le centre du négoce, c'est là où se font les tractations, c'est là où se situe la bourse pour la vente en fait du textile. Et à gauche, vous avez donc un zoom sur cette vallée rouennaise avec la position donc des différentes filatures situées sur les rivières. Et vous avez donc parallèlement donc en rouge sur ces rivières les voies de chemin de fer, vous voyez, qui desservent l'ensemble de ces zones d'industrie. Voilà. Et il est très important aussi, quand on intervient comme architecte, pour essayer de comprendre à quelle époque s'est fait l'usine et dans quel contexte, de la situer aussi par rapport à l'économie, puisque l'histoire de l'industrie, c'est l'histoire aussi de son économie, de ses crises industrielles. Aujourd'hui, on en est quand même très très bien conscient avec tout ce qui se passe, je dirais de façon dramatique dans notre société occidentale. Et là, c'est intéressant donc de voir ce qui se passe avec, toujours je prends l'exemple du textile parce qu'il est très, très parlant, avec l'exemple notamment des importations du coton par le Havre en fait, et depuis les États-Unis. Vous voyez que depuis l'apport du coton commence dans les années 1830, prend son essor vers 1855, avec un pic en 1860 et une chute brutale en l'espace de 1 ou 2 ans, d'une année pratiquement, qui est due en fait à la guerre de sécession, qui en fait va bloquer complètement les récoltes du coton et leur importation en Europe. Et donc cette guerre de sécession, donc jusqu'en 65, va bloquer presque totalement les importations et va, une fois la guerre de sécession terminée, l'importation va remonter donc, et retrouver à peu près son niveau, vous voyez, vers 1870. Alors qu'à Marseille, vous voyez, c'est la courbe d'en bas, à Marseille, le coton est importé d'Égypte, et donc Marseille ne subit pas du tout cette crise. Et ce qui est intéressant, c'est que les typologies d'usines vont être complètement transformées sous l'impact de cette crise. Vous avez en bas, donc ici, la corderie Valois près de Rouen, donc une usine, vous voyez, très traditionnelle avec une façade, je dirais, de type néoclassique, des lucarnes qui sont vous voyez, de forme carrée d'inspiration anglaise, une structure en pan de bois cachée derrière un essentage en ardoise, donc tout un vocabulaire assez néoclassique. Et vous avez à droite donc l'ancienne usine fromage, usine de textile, usine de bretelles, qui est aujourd'hui l'école d'architecture de Normandie, construite vers 1880, dans un tout autre contexte, vous voyez, à la fois de gigantisme, des matériaux différents, l'utilisation du métal pour toutes les colonnes, une échelle complètement différente. Vous voyez la cheminée également, donc avec la machine à vapeur. Donc vous avez des typologies tout à fait différentes et qui s'expliquent non pas seulement par une évolution progressive de la qualité des matériaux ou par l'arrivée de maîtres d'œuvre particulièrement brillants, mais avant tout par des mutations économiques donc, qui sont elles-mêmes le support de transformation technologique. Voilà, et donc pour illustrer, vous voyez, ce schéma, en fait, cet écosystème, vous avez donc à gauche l'arrivée du coton avec les fameux docks Vauban. Là, les docks Vauban, c'est à peu près 100 000 mètres carrés d'entrepôt, donc qui étaient à la fois pour le coton et pour le café. Donc vous avez, en fait, on ne le voit pas ici, mais vous avez des planchers complètement différents destinés à supporter les surcharges différentes du coton et du café. Ces entrepôts ont été d'ailleurs reconvertis récemment par Reichen et Robert en une sorte de vaste cité commerciale. Et vous avez au milieu, donc ça c'est le viaduc construit par les Anglais et par l'ingénieur Locke qu'on voit ici, avec ce qui a encore sa statue au pied du viaduc. Et vous avez à droite une filature tout à fait typique, la filature du Récu à Darnetal, vous voyez, usine en étage,
qui est construite vers 1865-70. Voilà. Et donc, ce qui est très important aussi, nous, quand on intervient comme architecte et également je dirais, dans un regard à l'histoire, c'est de comprendre le process industriel d'origine, puisque nous, on va bien sûr appliquer en général un nouveau programme, mais si on ne tient pas compte de, je dirais, de la spécificité de ce lieu, notre projet futur, notre programme sera complètement je dirais, muet et sourd à la question d'origine, à la question en fait de l'histoire des lieux. Donc il est très important que nous puissions découvrir, quand c'est possible, hein, c'est pas toujours le cas, le process d'origine. Ici, sur cette usine à Bolbec, on a pu retrouver, grâce à un plan relativement récent, 1964, tout le process avec le coton qui arrive du Havre, qui passe dans un premier lieu de stockage ici, qui est ensuite transformé sous forme de fil dans cette filature, en fait, et qui soit repart pour être vendu directement à l'extérieur, ou soit est transformé donc en tissu, en fait, avec ici tous les métiers à tisser, pour être ensuite stocké et ensuite renvoyé, soit par le train, soit par la route. Et donc, quand on retrouve ça, c'est très intéressant parce que c'est un support vraiment pour le projet. Le patrimoine industriel, encore une fois, ce n'est pas seulement un lieu isolé, mais c'est tout un paysage en fait qui se constitue à différentes échelles. Là, je vous montre deux exemples parmi les plus significatifs. L'exemple de la Roure, hein, qui a été récemment recyclé, reconverti, dépollué à une échelle magistrale. Et en bas, ici, le bassin minier du Nord-Pas-de-Calais, qui est actuellement sous une procédure d'inscription au patrimoine mondial par l'UNESCO. Et donc, vous voyez que ces ensembles, ce n'est pas seulement des bâtiments d'usines, ce sont des zones d'habitat, ce sont des infrastructures de transport, ce sont des zones de déchets comme les terrils. C'est tout un nouveau paysage donc, qui a une dimension vraiment monumentale sur des kilomètres et des kilomètres carrés. Voilà. Et donc ça rejoint la question des infrastructures parce que le patrimoine industriel, ce ne sont pas seulement des bâtiments, des enveloppes construites sur je dirais en hauteur, mais c'est aussi des creux, des vides. Je prends les formes de radoux, par exemple, qui sont des espaces aujourd'hui désaffectés puisque l'activité des chantiers navals a totalement disparu en France en dehors de Saint-Nazaire. Et que se pose aujourd'hui donc la question de ces espaces en creux qui sont très difficiles à reconvertir, ou encore des bâtiments machines comme par exemple les centrales thermiques ou les centrales électriques. Je prends ici l'exemple monumental de Barcelone puisque c'est l'un des trois bâtiments phares de Barcelone avec la Sagrada Familia et la tour Akbar, construite par Jean Nouvel, c'est ce qui forme en quelque sorte la skyline du paysage de Barcelone. Voilà, et donc la question aussi des infrastructures, ça pose la question du patrimoine, ou si on peut l'appeler patrimoine, en tout cas des infrastructures industrielles les plus récentes, avec les centrales nucléaires. Vous connaissez tous le débat actuellement que traverse le monde occidental sur le devenir des centrales nucléaires, en fait. Certaines centrales seront arrêtées, si ce n'est pas toutes. Et donc, qu'est-ce qu'on va faire de ces espaces ? Est-ce que ça va devenir des lieux de patrimoine, des lieux d'une mémoire d'une certaine source d'énergie ? On peut prendre aussi l'exemple des zones pétrolières, avec ici les champs pétroliers de Bakou en Azerbaïdjan, vous voyez, qui sont complètement à l'abandon. Donc que faire de ces lieux qui sont des lieux très très pollués en même temps ? Et on peut se poser aussi la question de ce qui se fait actuellement. Je pense aux champs d'éoliennes qui sont en plein développement, bien sûr, mais aujourd'hui, ça c'est des exemples en Andalousie où on a des parcs éoliens gigantesques. Pour ceux qui ont vu un certain film d'Almodovar, non, j'ai oublié le titre, qui
qui est filmé donc dans ces champs d'éoliennes, et ce paysage vraiment qui est spectaculaire parce qu'il s'étend sur plusieurs kilomètres. Je crois qu'on a à peu près 200 éoliennes. Aujourd'hui, on parle beaucoup d'éoliennes aériennes, c'est-à-dire des sortes d'infrastructures qui volent dans les airs et qui captent beaucoup plus d'énergie. On parle des parcs éoliens aussi offshore. Donc on peut penser que ces éoliennes, dans 10 ou 20 ans, seront complètement obsolètes. Donc va se poser la question de leur maintien ou de leur démolition. Et donc, ce qu'on assiste aujourd'hui sur un peu ce type d'infrastructure, notamment tout ce qui est hauts fourneaux, tout ce qui est difficilement recyclable, c'est en quelque sorte une mise en scène un peu graphique, plastique, de ces espaces, notamment la nuit, par des systèmes d'éclairage. Je pense notamment à ce qui s'est fait dans la Roure, ou bien la réutilisation des traces qu'on laisse un peu rouiller, qu'on laisse vieillir, dans des parcs industriels reconvertis en zone de musée. Voilà, donc c'était la première partie de l'exposé, juste pour un peu situer les limites, si on peut les situer, les limites de ce concept du patrimoine industriel. Et donc la deuxième... Le deuxième sujet, c'est en fait les problématiques du projet, en fait, puisque nous architectes, vous étudiants, vous êtes confrontés à cette question. Donc comment intervenir, avec quels outils? Est-ce que le projet de réhabilitation du patrimoine industriel est spécifique? Est-ce qu'il est différent d'une construction neuve? Et en quoi il est différent aussi d'un immeuble tout à fait banal d'habitation? Et donc je pense qu'on pourrait distinguer trois thèmes. La question de la sauvegarde, bien sûr, de l'héritage patrimonial. Donc repérer, ça je pense que vous avez tous appris à repérer ce qui a une valeur de plus ou moins grande importance. Et le deuxième point, c'est la question de la correction, donc la correction des dysfonctionnements, qui peuvent être des pathologies, qui peuvent être des ajouts inadéquats, des strates qui ont été mal intégrées. Et la troisième question, c'est la question de la conception, en fait, des espaces nécessaires au programme, puisque bien souvent, on est sur des programmes, je dirais, un peu utilitaires. En fait, on n'est pas uniquement sur une muséification de la ruine. Et donc, je crois que ces trois thèmes, en fait, vont traverser toute la question du projet. Et donc, je pense qu'il y a plusieurs échelles. Alors, je reprends un peu cette question d'échelle du territoire parce qu'elle me paraît fondamentale, avec ici l'exemple du bassin minier Nord-Pas-de-Calais, donc, vous voyez, qui s'étend sur des centaines de kilomètres carrés, qui forment une entité à la fois très disparate et en même temps très unitaire, et qui intègre elle-même différentes typologies. Les typologies des chevalets de mine, typologie de l'habitat ouvrier, typologie du siège des houillères, ici, vous voyez en bas. Et cette question-là, elle est très complexe parce qu'elle elle fait intervenir beaucoup de données, à la fois de gigantisme, à la fois d'image aussi. Comment faire reconnaître la valeur patrimoniale, en fait, sur cette unité territoriale? Comment aussi faire comprendre aux habitants l'intérêt de ce patrimoine, alors que ces habitants, ils ont été, pour la plupart du temps, frappés par la crise. Donc ces populations sont démunies, sont au chômage. Et donc la question de la reconversion, notamment quand on fait des lieux culturels, c'est souvent assez mal perçu. Et ça pose également la question des outils, des procédures opérationnelles. Je veux dire, c'est pas du tout à l'échelle des petites communes qui n'ont pas en plus de pratiques d'urbanisme, puisque en fait tout ce patrimoine était propriété des houillères. Donc c'était, je dirais, un patrimoine privé en fait. Et tout d'un coup, il s'est retrouvé, je dirais, public en fait. Et donc se pose la question des outils, des outils opérationnels. Et pour ça, je dirais, cette région a su créer des établissements publics fonciers qui ont les moyens de racheter ce patrimoine,
et de créer également des équipes d'inventaire. Je pense notamment à la... J'ai oublié le titre exact, mais c'est je crois le BMU, c'est le bassin minier, voilà, c'est ça, qui est un groupe d'architectes, d'urbanistes et d'historiens qui fait un travail absolument remarquable d'inventaire sur ce patrimoine et qui met en fait en coordination, je dirais, les élus, les ABF, les opérateurs, les investisseurs privés. Et donc, la reconversion de ce genre de site demande vraiment un travail tout à fait considérable. Voilà, même exemple sur la Roure, hein, qui, elle, a été totalement reconvertie il y a déjà une dizaine d'années, où on a mis vraiment on a mis le paquet, on peut dire, grâce à un établissement public spécifique qui a été doté de plusieurs milliards à l'époque de Deutsche Mark. Et aujourd'hui, quand on se promène dans la Roure, on est je dirais, époustouflé par la transformation de ce paysage, non seulement dans la reconversion des édifices industriels, mais également dans les infrastructures transformées souvent en pistes cyclables, en canaux navigables, en zones vertes, et tout ça dans un processus de développement durable tout à fait innovant. Voilà, deuxième échelle, après celle du territoire, c'est la question du projet urbain, en fait. Là encore, l'édifice n'est jamais isolé, ou alors quand il est isolé, on peut s'imaginer qu'il aura très peu de chances, en fait, de fonctionner. Il faut, je dirais, la question, c'est sa réinsertion dans le quartier. Ici, je prends un exemple tout à fait significatif avec les hangars bananiers de Dieppe. Dieppe était le plus grand port bananier de France jusqu'aux années 80. Et à l'époque de la containerisation qui a complètement transformé dans le monde entier la fonction portuaire, en fait, Dieppe s'est retrouvé dans l'incapacité totale d'accueillir les nouveaux navires containers donc, qui sont partis au Havre. Et donc, cette activité de stockage de la banane, en fait, s'est trouvé complètement vidé de son usage, je dirais presque d'un jour à l'autre, en fait. Et donc ces énormes entrepôts, là, qui font plusieurs dizaines de milliers de mètres carrés, sont vides, ont même été détruits d'ailleurs depuis un an, en grande partie. Dans cet exemple se pose, vous voyez, la question de leur revitalisation et d'intégration dans un périmètre beaucoup plus large, dans une ville qui est une petite ville. Donc, on voit que ces entrepôts ont un potentiel énorme puisqu'ils sont face à une nouvelle ZAC en plein développement aujourd'hui et ils sont en fait à 10 minutes à pied du centre historique de la ville de Dieppe. Voilà. Autre question qui se pose, c'est la question du clos et de l'ouvert dans l'espace usinier. Traditionnellement, la plupart des usines sont des lieux fermés, des lieux qui étaient interdits au public pour des raisons à la fois de sécurité et de risque d'agitation révolutionnaire, de manifestation. Et donc, traditionnellement, l'usine est un lieu entouré de murs infranchissables. Dans la réhabilitation, la reconversion, très souvent, on est dans des usages publics ou dans des usages d'habitation. Et donc, va se poser la question de l'ouverture de ces usines sur l'espace public. Vous avez en bas ici l'usine Christophe, là, qui est à la recherche d'un nouvel usage donc, à Saint-Denis. Vous avez en haut, une usine de textile à Louviers. Et donc, c'est très difficile parce que il va falloir matériellement aussi donc ouvrir, requalifier les espaces environnants pour en faire des espaces publics. Mais la question, c'est que les murs, ils sont aussi dans la tête des gens. C'est-à-dire que les ouvriers qui ont vécu une certaine époque, pour eux, l'usine, c'est un lieu fermé. Et refaire, en fait, un lieu culturel ouvert au public, pour eux, ça va être souvent, malheureusement, très difficile parce que ces murs invisibles seront toujours dans la tête de ces habitants, en fait. Donc, c'est une question assez compliquée.
Voilà, alors avec un exemple qui est très, très réussi, donc c'est l'exemple de Saint-Nazaire, où vous avez à Saint-Nazaire une friche qu'on pourrait qualifier pratiquement d'industrielle, enfin c'est plutôt une friche militaire, puisque c'était l'une des 5 ou 6 bases sous-marines construites par les occupants allemands et qui était destinée donc à l'accueil de sous-marins qui allaient en fait torpiller toute la flotte alliée, qui ont fait des ravages pendant la Deuxième Guerre mondiale. Donc cette base sous-marine, qui est un ouvrage gigantesque, qui fait, je crois, 10 ou 15 000 mètres carrés, est un ouvrage en fait indestructible, puisque en 1944, les bombardements ont rasé toute la ville, mais n'ont pas réussi en fait à détruire cette base qui avait un plafond, un plancher en quelque sorte, d'une épaisseur de 3,50 m de béton armé. Et donc cette base est restée, qui formait en quelque sorte une coupure entre la ville et le port, coupure renforcée par le plan de Nicolas Le Maresquier, qui établit en fait une coupure verte entre la ville et le port, donc au niveau de la base sous-marine. Et donc tout le travail des élus sur 30 ans, donc c'est la question aussi du projet urbain qui ne se fait pas en 1 an ou en 2 ans, ça demande des décennies, ça demande des équipes, enfin des politiques qui suivent une ligne continue et aussi des très bons architectes. Et donc sur cet exemple, à la suite d'un concours, c'est le projet de l'architecte catalan Manuel de Solà Morales, donc qui a établi en fait un concept assez très minimaliste, donc très économique, et qui propose en fait de réintégrer cette base sous-marine, donc déjà de la garder en démontrant qu'elle existe, elle appartient à la mémoire, même si c'est la mémoire la plus terrible de la ville, mais c'est aussi là où les ouvriers ont travaillé de force, non payés bien sûr par les occupants. Et donc cette base sous-marine coûtait également très cher à démolir, c'était pratiquement impossible du fait de l'énormité des volumes. Et donc l'architecte a proposé une attitude très minimaliste, donc qui vise d'une part à ouvrir les alvéoles que vous voyez ici, donc sur cette image et également en bas, les alvéoles qui étaient fermées. Il les ouvre en fait sur un lieu, sur la ville en fait, en créant une vaste place publique qui va être dotée de grandes surfaces, de commerces, d'hôtels, de logements. Et il propose également de relier le toit terrasse de cette base sous-marine par une rampe assez gigantesque qui va permettre en fait de contempler le paysage maritime depuis la ville, donc de monter cette rampe et de découvrir tout le paysage maritime, alors que toute la base sous-marine en fait était une coupure très forte entre la ville et la mer. Donc je vais pas détailler ce projet parce qu'on pourrait en parler pendant 1 heure. Autre point, c'est la question de ce qui fait sans doute l'essence du patrimoine industriel, enfin pas toujours, mais quand même de façon très flagrante, c'est le rapport entre structure et lumière et le rapport entre structure, enveloppe et lumière. C'était une thématique qui a été reprise par tous les grands architectes du mouvement moderne, que ce soit Le Corbusier ou Louis Kahn. Ils ont tous insisté sur cette question du rapport entre lumière et structure. Et je dirais dans l'architecture industrielle, c'est très flagrant. Là, vous avez ici à gauche les docks Vauban, les anciens entrepôts de coton et de café qui était, vide de toute activité de 1970 à 2005 à peu près. Donc des entrepôts gigantesques. Vous voyez le chemin de fer qui passait. Donc les trains rentraient dans ces rues pour en fait alimenter toutes les alvéoles. Et donc ce qui faisait tout l'intérêt de ces bâtiments, c'était donc la lumière de cette rue, indispensable donc à la qualité des lieux. Autre cas ici, cette centrale thermique à Rouen, donc qui a été
transformé en espace commercial et qui a perdu toute son identité puisque ça a été donc densifié par des planchers et donc se pose la question, bien sûr, du rapport entre programme et forme architecturale. Donc le rapport entre le programme que vous allez insérer dans votre forme est une question tout à fait fondamentale, avec notamment la question toujours de la lumière. On a ici un exemple de filature, là c'est la filature Laruche à Rouen, qui a été réhabilitée avec une attitude très volontariste, mais tout à fait, je pense, acceptable, et qui montre, je dirais, volontairement l'intervention. Un bâtiment, donc au départ usinier, qui est un volume, un parallélépipède complètement plein, avec donc des grandes baies, vous voyez, qui étaient destinées en fait à donner un éclairage maximum dans les espaces de travail. On pensait qu'à l'époque, il n'y avait pas d'électricité, donc et les ouvriers travaillaient 12 heures par jour, donc il fallait permettre un travail, je dirais, d'une durée maximum toute la journée. Et donc ce projet de reconversion en loft d'habitation a été rendu possible parce qu'en fait on a créé en quelque sorte un atrium qui permet en fait un éclairage interne de toutes les surfaces d'habitation. Sinon ce projet n'aurait pas été possible. Voilà. Autre question, c'est la question de l'épaisseur du bâtiment. Le bâtiment industriel, contrairement aux immeubles d'habitation, qui sont les immeubles d'habitation, je dirais jusqu'à la Cité Ardieuse, c'est de l'ordre de 8 à 10 mètres hein, en moyenne. Et là, on est sur des bâtiments beaucoup plus épais qui vont de l'ordre de 15 à 30 mètres en général, et qui posent la question de la lumière naturelle, notamment quand on va faire de l'habitation. Et qui pose également la question de la distribution. Là, je vous prends l'exemple d'une usine à Louviers, l'usine Breton. Vous voyez l'épaisseur du bâtiment, avec des travaux d'étudiants issus du master de Rouen, où les étudiants donc, ont envisagé plusieurs solutions de distribution. Une distribution, par exemple, latérale, vous voyez, par la rue, une distribution centrale, comme une rue intérieure. Et donc, ces questions-là de distribution sont tout à fait fondamentales et souvent assez complexes. Et en même temps, cette question d'épaisseur du bâtiment, elle est difficile au niveau lumière, mais au niveau du développement durable, elle est aussi intéressante parce qu'un bâtiment épais, il a aussi une très forte inertie. Et donc, il a une capacité aussi d'emmagasiner de la chaleur, contrairement à un bâtiment qui est très mince. Et donc, vous savez qu'aujourd'hui, dans les prescriptions sur l'habitat contemporain, en fait, on essaie d'établir un équilibre entre en fait l'éclairage naturel, donc les apports solaires, et l'inertie, donc l'épaisseur du bâtiment. Et donc, sur les usines, on est souvent dans des cas assez favorables. Voilà. Et donc, j'en viens donc au rapport entre forme et fonction, donc qui est tout à fait fondamental. Je vous montre de façon anecdotique ces dessins de Mendelssohn, donc le grand architecte expressionniste allemand des années 10, 20 et 30, qui s'est beaucoup intéressé à la question donc de l'habitat, de l'espace de l'usine, avec des formes tout à fait exceptionnelles, donc où chaque fonction est spécifiée donc dans une forme particulière. Ou encore ici le Lingotto à Turin, donc la fameuse usine Fiat avec sa piste d'essai des automobiles donc sur le toit, qui a été réhabilitée de façon magistrale par Renzo Piano, mais qui pose donc la question donc de la transformation d'une mono-industrie en une multitude de programmes qui sont, je dirais, sans aucun rapport les uns aux autres. On a un centre commercial, on a un musée, on a une fondation, on a 36 fonctions différentes qui font perdre, en fait, je dirais, l'esprit des lieux, en fait, malgré tout le talent de Renzo Piano. Et donc se pose la question du rapport entre forme et fonction,
Donc, vous connaissez tous le célèbre adage de Sullivan, Form follows function. Et je crois que dans la réhabilitation, dans la reconversion, c'est un peu l'opposé. Je dirais c'est la forme qui va devoir en fait s'adapter à la forme en fait. Soit s'intégrer totalement comme un pied dans une chaussure, ou soit déborder, je dirais, par un système de greffe, ou encore ne pas occuper tout l'espace et avec des espaces interstitiels, donc qui peuvent être des espaces tampons, qui peuvent être des espaces en friche dans l'attente d'un nouvel usage qui se fera peut-être dans 10 ou 20 ans. Donc cette question-là est très importante et ça pose aussi la question des pratiques des architectes, puisque très souvent on voit des opérations de réhabilitation qui proposent en fait un transfert de solutions génériques de la construction neuve dans l'ancien. Avec par exemple des logements qui sont des logements avec une séparation jour-nuit, avec la salle de bain WC type accessible aux handicapés, donc aucune prise en compte de la potentialité spatiale des édifices. Et donc je pense que ce qui est très important, c'est de faire en sorte que ça soit avant tout les potentialités spatiales qui décident de l'organisation spatiale des futurs espaces. Et donc c'est ce qu'on essaie un peu de faire souvent avec nos étudiants, c'est de proposer en fait des typologies d'espaces d'habitation, par exemple ici, qui soient tout à fait différents de la construction neuve traditionnelle, mais qui en quelque sorte viennent magnifier les particularités du bâti. Je pense notamment aux doubles hauteurs, je pense aux grandes baies vitrées, vous voyez, à ce genre de choses, aux trames en plan libre, donc les poteaux qui ne sont pas des murs porteurs. Donc pourquoi, par exemple, avoir des voiles béton porteurs qui, par exemple, peuvent caractériser la séparation aujourd'hui, alors que là, on est dans un plan libre qui permet, je dirais, une ouverture, une transparence tout à fait intéressante. Voilà. Autre question également, c'est la question de l'enveloppe du bâti. Je pense que la question patrimoniale est tout à fait posée. Alors je crois que vous allez avoir dans quelques semaines une intervention sur l'usine Wendel, donc j'en parlerai pas trop, mais c'est plutôt une introduction à cette prochaine conférence sur ce site qui a été magnifiquement réhabilité par un brillant architecte qui est Wessel de Jong. Qui donc est un site tout à fait gigantesque, une usine de tabac et de thé également, significatif du mouvement tayloriste des années 30, donc tout à fait importé de la pensée américaine sur l'usine. Et l'un des objectifs, c'était notamment de sauvegarder les façades d'origine. Avec toutes ces façades en acier, vous voyez, ces menuiseries très très fines. Et donc le travail de l'architecte, donc de Wessel de Jong, ça a été de dire on ne touche pas en fait aux façades d'origine, on les restaure, on les traite et on crée en fait une deuxième peau intérieure. Vous voyez que c'est ce que vous avez donc sur l'image de droite. Donc là, vous voyez la façade qui est donc ici, donc avec une façade unique, un prototype qui se déroule sur l'ensemble des bâtiments. Donc les différentes sociétés qui vont s'installer là vont être obligées de composer avec ce système d'ouverture, vous voyez. Et donc vous avez donc ces façades qui sont gardées. Donc en fait ce sas de circulation est aussi un espace tampon climatique, puisque il intègre également les entrées d'air, enfin les ventilations. Parce que ce qui est tout à fait étonnant, c'est que les thermiciens qui ont travaillé sur ce projet ont calculé en fait les déperditions qui existaient du fait de la mauvaise étanchéité de ces menuiseries extérieures. Et donc ils ont réussi à calculer en fait le volume, les quantités d'apport d'air extérieur, donc qui permettent d'avoir une très bonne ventilation, donc avec tout un système d'apport solaire également, de ventilation naturelle, qui vous seront bien sûr expliqués plus tard. Et donc la réhabilitation de cet ensemble, ça va même jusqu'aux luminaires. Vous voyez ici les luminaires qui
qui sont tous du même modèle, avec la même température d'éclairage, parce que la nuit, c'est aussi un bâtiment très emblématique, qu'on retrouve d'ailleurs dans les photos de l'époque, dans l'architecture en noir et blanc, en fait, des photos de nuit des revues d'architecture, et qui est bien caractéristique de ce côté emblématique des façades industrielles. Voilà, d'autres solutions de traitement d'enveloppe, hein, vous pouvez travailler sur des opérations beaucoup plus fortes, je dirais, mais néanmoins réversibles. Vous voyez qu'ici, il n'y a pas de contradiction entre une intervention nouvelle et une réversibilité. Et vous pouvez aussi être amené à poser la question de la reconstitution d'une façade disparue, sans toutefois restituer, je dirais, quelque chose qui a disparu. Là, il y a un assez bel exemple, je trouve, c'est la gare maritime, enfin le musée maritime de Cherbourg, où la façade d'origine avait disparu. Donc vous avez ici la façade avant travaux en friche, donc sur la photo en bas. Et vous avez donc l'intervention des architectes qui, en fait, recréent une nouvelle façade tout à fait contemporaine qui forme un nouveau signal, notamment la nuit, qui forme un nouveau parvis, en fait, et qui marque clairement l'accès de ce bâtiment qu'on peut qualifier, je dirais, d'industriel. Voilà, autre exemple ici à Francfort, donc cet ancien bunker donc militaire, en fait, a été en fait en quelque sorte surélevé par je crois que c'est une fonction culturelle, par un bâtiment très très léger, vous voyez, qui en fait dialogue dans sa forme avec l'existant. Donc on le voit à la fois aussi bien sur la photo perspective que sur le plan. Vous voyez, vous avez donc le bâtiment d'origine avec ses murs extrêmement épais, ce véritable bunker, et vous avez donc la partie haute, vous voyez, qui est de la plus grande finesse, en fait, et qui montre cette légèreté, ce caractère contemporain qui dialogue avec l'existant, donc dans un rapport plein vide, métal-béton, donc c'est extrêmement expressif. Voilà. Et puis la question également qui se pose, mais alors qui est vraiment souvent très très difficile à résoudre, c'est que ces bâtiments industriels, ils étaient dans des ambiances particulières. Ils étaient en général jamais chauffés, en fait, parce que bon, les ouvriers travaillaient dans le froid à l'époque. Souvent pour conserver les produits, notamment le coton, il fallait que ça reste vraiment au frais et dans l'humidité. Et donc ces édifices, ils avaient un certain climat. C'est un peu comme les châteaux, en fait, des différentes époques de France, du Moyen-Âge ou de la Renaissance, qui n'étaient pas chauffés. Et quand on a commencé à les chauffer, on a créé en fait des pathologies. Et dans les usines, c'est un peu pareil, en fait. Là, je vous montre l'exemple ici à Livaro, donc en Normandie. Livaro, vous connaissez tous le fromage, hein. Et donc à Livaro, vous aviez une usine en fait de fabrique de boîtes. Vous savez, ces boîtes en bois de peuplier, donc des boîtes pour le camembert et pour le Livaro. Et donc le bois en fait était apporté, donc découpé en lamelles très fines, en feuilles, et il était séché sur ces, vous voyez la photo d'en bas, sur des sortes de clés, sur des fils métalliques, et donc dans un bâtiment qui était en fait ventilé, vous voyez, par ces systèmes de claustras, et donc c'est une fois le bois séché, ce bois était en fait mis en forme, donc et transformé en boîte de fromage. Et donc cette architecture très particulière, quand on va la reconvertir, actuellement il y a un concours d'ailleurs qui est lancé sur cette usine, mais pour un programme tout à fait différent. Et donc la question très très difficile, c'est comment en fait maintenir ces systèmes de claustras. Vous voyez, par exemple, si on fait de l'habitat, c'est pas du tout évident. Et donc comment restituer, je dirais, le sens origine, le génie du lieu en fait originel de l'édifice. Voilà. Autre question très importante, c'est la dimension structurelle. Je dirais qu'autant dans la construction neuve, on peut parfois laisser la parole
aux ingénieurs, autant en réhabilitation, et notamment dans le patrimoine industriel. Vous, architectes, vous avez à dominer cette question technique et structurelle. Et tout d'abord, donc, à comprendre cette logique structurelle, déjà par votre propre culture. Hein, vous savez qu'il existe des catalogues de l'époque, des ouvrages, depuis notamment le XVIIIe siècle. Je pense qu'ici, à Chaillot, vous êtes particulièrement bien pourvu dans votre bibliothèque. Et donc, il faut déjà avoir en mémoire, en tête, une connaissance des systèmes constructifs. Et la question, c'est aussi quand on aborde un bâtiment, là, ici c'est à Dieppe, une ancienne usine de tracteurs, un bâtiment banal en fait, qui n'a pas grand intérêt, je dirais construit vers 1947, sinon d'avoir ces arcs en béton, sur lesquels on s'est posé un peu des questions au départ, nous architectes, nous enseignants, puisque c'était un projet d'école, et on pensait en fait que ces arcs, c'était avant tout une sorte de signature d'un architecte qui avait été appelé peut-être pour faire le permis de construire et qui avait envie de se manifester un peu. Et du fait qu'on avait également un public d'étudiants ingénieurs, pensait au contraire que ces arcs pouvaient avoir une fonction tout à fait intéressante et que ce n'était pas seulement la signature d'un architecte. Et donc, il y a pu y avoir un travail très intéressant, je dirais, d'analyse des forces, un travail statique sur les efforts normaux et fléchissants, avec, vous voyez ici, une mise en 3D, et qui explique en quelque sorte que, en fait, ces arcs ont une véritable fonction. Ils permettent d'alléger considérablement les poutres intérieures du bâtiment. Donc, c'est une économie de matière, donc une économie de coût. Et c'est également, donc, du fait de cette économie de matière, ça veut dire aussi une plus grande transparence des espaces intérieurs. Donc une lumière naturelle plus grande, donc des apports solaires, des apports de lumière, donc aussi une économie d'énergie. Et donc ça, c'est le genre d'étude qui est tout à fait indispensable quand on mène un projet. Et donc le projet des étudiants, il a été dans une valorisation en fait de la structure existante, donc dans un travail sur la lumière. Le projet, c'était un centre technique municipal, donc c'est une sorte de petite usine en quelque sorte, où on a cherché avant tout à utiliser la lumière naturelle, à utiliser aussi les apports solaires pour économiser aussi tous les coûts d'énergie. Voilà. Et donc la question de la structure est importante, mais c'est aussi la question du détail constructif, parce que le détail constructif, c'est pas seulement la réparation des structures existantes, mais c'est aussi la greffe, parce que quand vous intervenez, vous allez presque toujours refaire des planchers, vous allez rajouter des parties nouvelles, et donc la question de la greffe est fondamentale. C'est un peu comme la greffe, je dirais la greffe d'un cœur ou la greffe d'un poumon, c'est une opération médicale. Et donc si votre greffe fonctionne mal, il y aura rejet, et donc votre bâtiment ne va pas fonctionner, il va dépérir. Et donc il est très important que vous maîtrisiez cette échelle d'ailleurs qu'on n'enseigne pas dans les écoles d'architecture en France. Moi, j'ai jamais vu des détails sérieux au 10e ou au 20e, donc sauf dans des masters spécialisés. Et donc il est très important que vous ayez une maîtrise de ces questions-là. Cette hybridation entre le neuf et l'ancien est indispensable. Et c'est pas forcément, je dirais, un travail d'ingénieur uniquement, c'est aussi une mise en scène architecturale. Et là, je prends un exemple tout à fait caractéristique avec ce petit théâtre, le théâtre Tabouretti. Je ne sais plus si c'est Herzog et de Moron, j'ai oublié le nom de l'architecte, à Bâle. Donc c'est un tout petit théâtre qui a été en fait repris au niveau des charges par des structures très expressionnistes, vous voyez, qui viennent apporter en quelque sorte une deuxième lecture, une nouvelle strate contemporaine très expressionniste au bâtiment d'origine. Et donc cette question technique, elle porte bien sûr sur la structure, mais elle porte sur d'autres questions. Elle porte beaucoup sur la sécurité incendie et la connaissance des normes, ou en tout cas
je pense qu'il faut toujours avoir en tête qu'il existe une question de sécurité incendie, même si vous ne maîtrisez pas, parce que c'est très complexe. Mais en tout cas, il faut faire appel très très vite, je dirais dès l'esquisse en fait, à des spécialistes, parce que votre projet peut être complètement être chamboulé par ces questions-là. Si vous ne les prenez pas en compte, on a vu des projets être complètement démolis par ces questions-là, parce que jusqu'à la phase, je dirais, d'avant-projet détaillé, voire même jusqu'au chantier, ces questions-là n'avaient pas été maîtrisées. Autre question, l'accessibilité handicapée, donc c'est tout à fait fondamental, bien sûr, ça je pense que vous le savez tous. Et puis aussi les questions de code du travail, parce que très souvent on n'est pas seulement dans des établissements publics, donc en ERP, on n'est pas seulement en habitation, mais on peut être dans des lieux où des gens travaillent. Et donc le code du travail, il est très complexe. Il pose des questions, par exemple, de lumière naturelle, de vue sur l'extérieur. Et tout ça, il faut le connaître, parce que sinon, votre projet sera caduc. Donc, je ne veux pas du tout vous décourager. Au contraire, je veux vous encourager à rentrer dans cette technique, parce que la technique, c'est aussi c'est le moteur du projet, hein, c'est la grammaire du projet, c'est ça qui va qualifier votre projet. Je pense par exemple à tous les fluides du Lingotto à Turin par Renzo Piano. Tous les distributions de fluides sont apparents en sous-face des planchers. C'est une expression architecturale, un peu comme à Beaubourg en fait, qui vient en fait qualifier le projet. Bon, et le dernier point, je dirais, c'est la question de la sauvegarde des traces, enfin, la mémoire. Et là, je pense qu'il faut beaucoup s'appuyer sur le travail des artistes. Je pense notamment à Georges Rousse, là, qui est un plasticien tout à fait intéressant, qui en fait intervient de façon éphémère sur des bâtiments, photographie ces anamorphoses, et ensuite en tire des photos géantes, en quelque sorte. Et ce travail porte un regard donc sur la force, je dirais, sensible des bâtiments industriels. Et je vous montre ici à droite un bâtiment tout à fait intéressant, qui est une ancienne brasserie qui a été en fait occupée par des artistes et qui est devenu l'un des espaces culturels majeurs en Norvège. Et du fait du manque de moyens, en fait, les artistes, c'est pas par un souci purement artistique, ils ont en fait gardé toutes les traces parce qu'ils n'avaient pas les moyens de faire autrement. Et cette économie donc a permis de garder, je dirais, l'esprit des lieux. Voilà. Et donc la question, c'est comment sauvegarder l'intégrité d'un site d'origine. Parfois, c'est facile parce que enfin, je dirais, tout existe. Ici, sur cette ancienne corderie là, située près de Rouen, qui est devenue le musée de l'homme et de l'industrie, c'était c'était facile, c'était difficile parce que le bâtiment a failli être démoli, et c'est une association qui en fait a courageusement lutté pour sauvegarder ce bâtiment, qu'il a même racheté à un moment pour porter le projet, pour ensuite en faire un espace public. On avait toutes les machines, donc là les machines ont été remises en place. Les machines fonctionnent grâce aux anciens ouvriers qui font fonctionner régulièrement. Et là, on voit que l'espace de l'usine, c'est pas seulement, je dirais, de la lumière, de l'architecture, mais c'est aussi du bruit, parce que ces machines, en fonctionnement, ça fait un bruit infernal. Et donc, on comprend très bien ce que pouvait être l'ambiance des ouvriers au travail à cette époque-là. Mais parfois, on n'a pas les machines. Donc, le travail va s'attacher, dans ce cas-là, à être assez minimaliste, en fait, à sauvegarder tout ce qui a une valeur. Et là, il faut saluer le travail de l'architecte Patrick Bouchin, notamment sur l'ancienne usine Lu. Vous savez, Lu, c'est les petits beurres là, que vous avez peut-être eu dans votre enfance. Et donc, Patrick Bouchin, dans ce lieu culturel, en fait, a voulu faire autre chose, c'est-à-dire à tout prix garder les traces, à être très minimaliste. Et vous voyez qu'entre l'état d'origine et l'état futur, en fait, les modifications sont tout à fait minimalistes. Et c'est très courageux parce que on a en même temps toutes les normes à respecter. On a un travail
au quotidien, je dirais, il faut se battre, je dirais, quotidiennement pour faire accepter aussi ce genre de démarche qui est plus difficile, notamment pour les hommes politiques qui souvent ont envie d'avoir un bâtiment beaucoup plus emblématique, qui brille de nouveauté, de modernité, de propreté, alors que là, en fait, on inaugure un bâtiment qui est une friche. Voilà. Et puis parfois, on peut aussi intervenir de façon plus ponctuelle. En fait, je montre ici l'exemple du Grand Ornu en Belgique, là, qui est un ancien site minier tout à fait extraordinaire dans son plan masse notamment. Et là, on n'avait plus de machines en fait, mais l'artiste Boltanski, donc, il est intervenu sur le thème de la mémoire et il a réalisé, vous voyez, ce mur gigantesque. Fait avec, je crois que c'est des boîtes à biscuits en fait, qu'il a en fait empilé et sur lesquelles il a positionné en fait toutes les photos des anciens ouvriers, en fait les identités, aussi les noms des anciens ouvriers qui peuvent se retrouver, se reconnaître sur cet endroit. Voilà, donc j'ai terminé les deux premières parties. Je ne sais pas si vous préférez poser des questions ou si vous souhaitez que je passe. Donc cette question de l'économie du patrimoine, elle est relativement peu traitée. Je dirais qu'au mieux, dans les revues d'architecture, on a un coût au mètre carré indicatif, mais on n'a jamais beaucoup de précision. Et c'est un sujet un peu tabou, sujet un peu à tous les délires. La réhabilitation, ça coûte cher. La réhabilitation, c'est moins cher parce qu'on va garder les choses. Enfin, tout est dit et rien n'est expliqué. Et donc, dans le cadre de cette étude qui m'avait été commandée par le service culturel du patrimoine de Seine-Saint-Denis, il m'avait été demandé, en fait, de choisir 6 exemples qui soient significatifs, en fait, de programmes, je dirais, un peu de programmes du quotidien, c'est-à-dire de programmes qui ne soient pas exceptionnels. C'est-à-dire, on n'a pas pris, par exemple, l'usine Noisiel, l'usine Nestlé, on n'a pas pris les Grands Moulins de Paris, on n'a pas pris le 104 à Paris. On a pris des choses plus, je dirais, plus banales, en fait, plus peut-être représentatives. Et donc, le premier travail un peu difficile, ça a été de sélectionner. Donc, on a pris un premier corpus d'une 50aine de bâtiments, et puis on s'est réunis à plusieurs, avec des historiens. Je pense à Paul Smith, Antoine Furiot. On s'est réunis avec la BF, qui était Bruno Mingoli. Et ensemble, on a sélectionné 6 exemples qui soient les plus significatifs. Pas seulement donc sur le plan architectural, mais qui soient révélateurs en fait de stratégie économique. Donc le premier exemple, c'est une ancienne usine de fabrique de locomotives à Sotteville-lès-Rouen, donc qui s'appelle l'Atelier 231, donc qui a été construit dans les années 1870 par des ingénieurs anglais. Vous voyez toujours les Anglais, leur présence en Normandie. Donc bâtiment qui est construit en briques, en meulière et en structure métallique, avec un système de modules qui s'assemblent. Bâtiment donc qui était vide du fait de la concentration des activités de la SNCF dans les années 80. Et donc ces bâtiments restaient vides, n'intéressaient pas grand monde, je dirais, sinon l'architecte de la ville de Sotteville, qui lui avait un vrai regard sur le patrimoine. Et donc le maire, monsieur Bourguignon, donc lui avait cette question d'une friche sans usage, et également la question d'une activité qui se développait, une activité culturelle qui se développait sur Sotteville, qui était la fabrication de spectacles de rue, pratique culturelle, donc qui s'est développée un peu à partir des années 68, donc où l'artiste est dans la rue, mais n'est plus confiné dans un théâtre fermé. Et donc il y avait à l'époque une association très, très active qui en fait pratiquait des spectacles de la rue avec un festival annuel qui s'appelait Vivacité, et il n'avait pas de lieu adéquat. Et donc ce croisement entre bâtiment potentiel et programme s'est effectué avec très très peu de moyens, donc vraiment des moyens assez, on pourrait dire, assez ridicules. Et ce sont 2 architectes, Bernard Grimaud et Laurent Israël, qui ont été choisis par la mairie et qui ont travaillé cette intervention.
L'intérêt, ce n'est pas tant une architecture exceptionnelle, puisqu'elle n'est pas exceptionnelle, mais c'est l'impact qu'a pu avoir cette opération en termes d'économie du territoire. Je vous montre ici, vous voyez ici la situation de Sotteville, qui est une banlieue un peu, je dirais un peu perdue. C'était la ville des chemins de fer, la ville des cheminots. C'est là où c'est un lieu aussi quand même de mémoire ouvrière des grandes luttes sociales des cheminots de la région ouest. Le centre de Rouen est là. Sur la photo d'en bas, vous avez ici donc ce site avec l'entrepôt. Vous avez au fond la cathédrale de Rouen. Vous voyez une énorme zone ferroviaire qui est aujourd'hui à moitié en friche. Et vous avez sur l'image de droite nos bâtiments ici qui viennent donc d'être réhabilités, enfin déjà en 98. Et vous avez ici d'autres bâtiments qui sont en attente de nouveaux usages. On parle d'ateliers de décor pour l'Opéra Normandie. Enfin, le programme n'est pas définitivement fixé. Donc on est un peu, vous voyez, dans une zone en fait qui est une zone ferroviaire où peu à peu s'installent d'autres pratiques. Et ce qui est tout à fait intéressant, c'est le pouvoir en quelque sorte de persuasion de cet édifice, de cette reconversion, donc faite en 98, alors que parallèlement, le bâtiment donc, est situé, je crois, ici, vous voyez sur l'image de gauche. Ce bâtiment, en fait, a donné l'occasion de développer un plan directeur qui s'est appelé, en fait, 100 mètres de ville en plus. Vous voyez que le centre-ville... je cherche la flèche, voilà. Le centre-ville est ici, la zone ferroviaire est ici, et la Seine est ici. Ici, c'est déjà, oui, la zone industrielle. Et donc, l'objectif de la ville, et ça, c'est sur plusieurs décennies, hein, c'est des objectifs déjà développés depuis les années 90, c'est en fait d'étendre la ville sur 100 mètres de plus, et donc sur à peu près, oui, 1 kilomètre de long, en transformant en fait ces espaces de friche en espaces urbains, en rachetant peu à peu, je dirais, les espaces à la SNCF, ce qui bien sûr n'est pas une opération facile. Et donc ce plan directeur s'est traduit par un PLU donc, qui a été adopté, je crois, il y a à peu près 2 ans, qui a été réalisé par Jean-Patrick Fortin et qui vise donc à complètement transformer cet espace donc, en le classant en zone UB, donc zone d'habitation, en zone urbaine, donc au profit d'une extension de la ville. Et parallèlement, donc, il y a actuellement des opérations qui se produisent de densification. Et on a même eu le concours Europan qui s'est déroulé il y a quelques années sur ce site et qui proposait donc des processus de densification. Donc vous voyez comment un petit bâtiment en fait, sans importance, a pu avoir un impact aussi fort et générer un développement, une activité économique très forte, puisque c'est tout un gigantesque chantier étalé sur plusieurs décennies. C'est donc des ouvriers au travail, c'est des architectes, c'est des bureaux, c'est des tas de choses qui vont se développer à partir en fait d'un déclencheur en fait qui est une friche industrielle. Voilà. Et donc pour vous montrer un peu je dirais l'intérieur, là vous avez ici en haut les anciennes activités. Vous voyez la fabrique des locomotives, ici l'atelier des roues, des machines, et vous voyez en dessous donc la transformation des espaces où on voit en fait à peine les transformations. Donc c'est une intervention tout à fait minimaliste en fait qui par manque de moyens en fait aussi vise à garder les choses telles qu'elles sont, mais aussi à profiter des potentiels. Vous voyez par exemple la rue éclairée, donc sert aujourd'hui de salle de répétition pour les spectacles de rue. Cet autre espace, la deuxième alvéole, est une salle de spectacle qui profite également de la lumière naturelle, donc qui est un plus par rapport aux salles de spectacle qu'on fait aujourd'hui, qui sont dépourvues de lumière naturelle. Donc vous voyez très très peu d'interventions, mais ça fonctionne. Et dans les plans, vous avez ici, donc, vous voyez le plan qui est en haut, vous avez en rouge les parties de construction neuve qui sont, vous voyez, une petite tache dans cet vaste ensemble. Et en quelque sorte, les fonctions nouvelles se sont très très bien insérées
dans les différents espaces. Enfin, c'est presque miraculeux. Donc vous avez cette grande rue intérieure qui sert de salle de répétition pour les spectacles de rue. Vous voyez, c'est la photo qu'on voit à droite. Vous avez en bas la deuxième alvéole avec la salle de spectacle et le stockage des décors. Vous avez ici donc les parties un peu plus complexes. Vous avez les bureaux et en haut les logements en fait pour les troupes d'artistes. Et vous avez ici donc les ateliers de fabrication. Vous voyez ici par exemple en bas l'atelier de serrurerie, vous avez l'atelier de menuiserie, vous avez l'atelier des costumes, et vous avez ici une réserve pour les locomotives, parce que ce lieu en fait c'est ce lieu qui avait abrité la fabrication de la fameuse locomotive Pacifique, dont la réplique a été utilisée pour le défilé du 14 juillet, donc pour le bicentenaire sur les Champs-Élysées. Vous savez, le fameux défilé de Jean-Paul Goude. Vous avez peut-être vu l'exposition Jean-Paul Goude aux Arts décoratifs. Vous avez donc la réplique qui est exposée aux Arts décoratifs. Et donc cette mémoire, en fait, de la locomotive persiste. Et donc vous avez ici cette locomotive Pacifique qui, en fait, toujours... qui fonctionne toujours et qui est en fait gérée par une association d'anciens cheminots. Donc cette locomotive, elle sort à peu près tous les week-ends pour des promenades sur le territoire. Et donc c'est très important parce que c'est pas seulement un amusement touristique, mais c'est aussi pour les anciens cheminots qui ont travaillé là-dedans, c'est une façon de se réapproprier la mémoire du site et d'accepter que ce lieu est devenu un lieu culturel. Et donc pour les cheminots, pour leurs familles, pour leurs enfants, pour la population qui se trouve autour, c'est une justification de cette reconversion tout à fait symbolique. Et l'autre point, c'est la question économique, c'est-à-dire que cette fabrique d'art du spectacle de rue, elle attire un monde considérable, puisque chaque année, vous avez le festival Vivacité, qui est à la fin du mois de juin, qui attire à peu près une trentaine de troupes de tous les pays du monde, avec à peu près 100 000 spectateurs qui sont là pendant 2 jours. Donc ça fait connaître la ville, ça lui donne aussi un statut culturel qu'elle n'avait pas avant. C'est plus seulement une ville de banlieue, mais c'est une ville de production culturelle. Et ça a aussi des retombées économiques, bien sûr, en termes commerciaux, en termes d'hôtellerie, en termes de restaurants et autres, en fait. Donc c'est tout à fait important de voir aussi ces aspects-là. Et donc, le dernier point, puisqu'en fait, ce qui m'était demandé dans cette étude, ce n'était pas d'examiner les retombées économiques régionales, mais c'était d'examiner le coût des travaux. Donc, je ne sais pas si vous arrivez à lire les chiffres à peu près. Je vais surtout vous expliquer la méthode, c'est ce qui est le plus important, puisqu'en fait, ce qui m'avait été demandé, c'était de comparer le coût de la réhabilitation par rapport à la construction neuve. Donc, c'est ce qu'on a fait, mais on a décomposé les choses. C'est-à-dire qu'en fait, sur la première colonne, en rouge, la deuxième colonne, pardon, on a indiqué le coût de la reconversion. Donc ce coût, par exemple, si on prend le total, on arrive à 837 000 €. Ce coût, on l'a décomposé, vous voyez, c'est la colonne de gauche en rose, entre la démolition, la dépollution, la structure, l'enveloppe couverte, la seconde œuvre, les équipements techniques et les espaces extérieurs. C'est une division assez classique qu'on utilise par exemple, quand on monte un descriptif, un CCTP de travaux. Et donc, on aurait pu très bien le comparer avec uniquement le coût du neuf. Mais on a pensé que c'était pas bon parce que l'existant possède aussi des qualités supplémentaires qu'on n'aurait pas eu dans le neuf en appliquant le même programme. Donc, on a utilisé en fait quelque sorte des plus-values, des mieux-values, je dirais, qui sont d'une part le volume, c'est-à-dire en général, quand vous êtes dans des bâtiments industriels, vous avez des grands volumes qui ne vont pas être, je dirais, rentabilisés, mais qui vont participer à la valorisation du site. Et donc, on a quantifié en quelque sorte ces mètres cubes en les ajoutant en fait au coût du neuf.
Et la deuxième plus-value, c'est la question des matériaux, puisque quand vous faites du neuf, vous avez, enfin dans une opération banale, hein, je ne parle pas d'opération exceptionnelle, vous allez vous retrouver avec des matériaux beaucoup plus banals. Vous aurez du béton, du parpaing, de l'enduit. Alors que là, on a de la brique, on a de la meulière, on a de la fonte. Et on a essayé de chiffrer, avec notre économiste Michel Ducroux, on a essayé de chiffrer ces plus-values. Et donc on arrive en fait à un total, si vous voulez, qui est différent du coût du neuf brut, puisque le coût de la réhabilitation, c'est 837 000 euros. Le coût du neuf, ça aurait été 3 500 000. Et en fait, le coût avec les plus-values neuf et plus-value, donc c'est 4 100 000. Et vous avez donc un différentiel ici tout à fait considérable, qui est de 3 300 000, vous voyez, qui prouve d'une façon presque étonnante, enfin même mon économiste était étonné, de cette différence entre le coût d'une intervention neuve et d'une réhabilitation. Il faut quand même savoir qu'à l'époque, on n'était pas dans les labels thermiques, donc on était dans des normes thermiques très légères, en fait, il n'y avait aucune demande. On n'était pas non plus dans des normes de dépollution importantes, donc ces phénomènes-là n'ont pas été, bien sûr, cernés. Mais malgré tout, ça reste, vous voyez, tout à fait étonnant. Je vous montre une deuxième opération qui est la Darse de Rouvray, réalisée par Philippe Prost. Donc ça, c'est une réhabilitation, une greffe. En fait, c'était pas vraiment une usine, mais c'était un service, je dirais, à la fois de stockage de bateaux et de bureaux. Donc c'est le service des canaux de la ville de Paris, situé sur une darse qui est en général tout à fait inconnue des Parisiens, parce qu'en fait elle se situe complètement à l'écart de tout. C'est une des dernières friches industrielles de Paris. Elle est, vous voyez, juste derrière le parc de la Villette et tout près du canal de l'Ourcq. Donc c'est un lieu vraiment qui était tout à fait à l'abandon. Vous voyez ici la vue de cette friche. D'ailleurs, c'est très très beau là, cette végétation un peu envahissante. Et donc l'objectif, je dirais, de la ville de Paris aussi, ça a été en fait de réintégrer ce site dans un parcours urbain pour éviter donc cette phénomène d'enfermement. Et là, vous avez donc le projet de l'architecte Philippe Prost, qui propose donc de reconvertir le bâtiment principal en bureau. Il propose de réhabiliter la petite maison en meulière que vous avez vue, qui était la maison du directeur, donc toujours en maison du directeur, puisque le directeur a la chance d'habiter sur le site, et donc de reconstruire en neuf les anciens hangars à bateaux, puisque ces hangars étaient dans un état tout à fait désastreux. Et donc le parvis, si vous voulez, devient en fait le support d'une future promenade architecturale. Voilà. Et donc là, je vous montre des images. J'ai pas le bâtiment totalement fini, mais enfin, ça vous montre les images pendant le chantier. Vous avez toute cette structure en bois assez magnifique, là, qui date des années 1860, je crois. Il y a plusieurs strates d'ailleurs d'intervention sur ce bâtiment. Et l'intervention, vous voyez, qui ici montre la volonté de l'architecte, qui a été de ne pas gommer tout ce potentiel de la structure visible et également de la lumière, en créant en quelque sorte des patios de lumière qui viennent en fait encadrer les points forts structurels du bâtiment. Deuxième point, donc la greffe, vous voyez, donc avec une architecture très contemporaine, très très fine, enfin qui dialogue avec le bâtiment ancien. Et un travail assez intéressant, je dirais qu'on pourrait qualifier vraiment d'écologique, puisque au départ, la demande du maître d'ouvrage, c'était une climatisation. L'architecte a refusé, en fait, et il a proposé, je dirais, un système plutôt de rafraîchissement et de système passif également, en utilisant sa proposition de parvis, de colonnade, qui en même temps unit le bâtiment existant et le bâtiment neuf, et crée aussi une distance entre le bâtiment
et le piéton, les promeneurs, pour qu'ils n'aillent pas directement regarder à travers les fenêtres ce que font les gens qui travaillent dans les bureaux. Donc il a proposé cette colonnade, vous voyez, en acier extrêmement fine, avec un système de lamelles orientables, parce qu'on est en fait plein sud là, donc qui permettent de rétablir l'équilibre thermique en fonction de l'ensoleillement et des saisons. Et il place également sur la façade, la toiture principale, des panneaux photovoltaïques. Donc une démarche qui est à la fois patrimoniale et de développement durable. Voilà. Et en termes de coût, c'est tout à fait remarquable puisque on est avec, je dirais, les mêmes prestations que du neuf, puisque là, on a tout, on n'avait pas de dépollution, mais on a les travaux de reprise de structure, puisqu'on a des reprises en sous-œuvre, on a toutes les questions thermiques, puisqu'on a la RT 2005 qui est en place, on a le Code du travail, enfin, on a tout à la fois. Et donc, les travaux de la réhabilitation, c'est 3,9 millions, et ce qu'aurait coûté le neuf, c'est 4,9 millions. Donc, vous voyez un différentiel qui reste très intéressant. Et c'est pas sûr qu'on aurait fait mieux en neuf en termes purement d'architecture. Voilà, un troisième exemple ici, pour terminer, puisque je crois que l'heure passe, c'est l'ancienne usine Tréfimétaux à Saint-Denis. Donc, c'était une usine de métallerie construite au bord du canal de Saint-Denis dans les années 1870. Donc, une gigantesque usine, d'ailleurs, qui s'étendait sur en fait toute sa parcelle et qui cherchait en fait un usage pendant pas mal de décennies d'ailleurs, puisque c'était vide. Et il y a eu, par chance, je dirais, il y a eu un investisseur qui avait en quelque sorte une certaine fibre patrimoniale et qui est tombé en quelque sorte amoureux de ce bâtiment. Les promoteurs sensibles au patrimoine, ça existe aussi. Et il a confié donc à des architectes, Damien Mousset, le groupe, je crois, DLW, la maîtrise d'œuvre de ce bâtiment. Vous voyez, c'est un bâtiment assez gigantesque, bordé par la rue Ambroise Croizat, là, qui était une rue à grand trafic d'ailleurs, là. Et donc, avec une proposition qui était de garder essentiellement le bâtiment principal, puisque le reste était très très pollué aussi, et c'était une suite de bâtiments assez disparates en fait. Voilà. Et donc le travail des architectes, ça a été en fait de travailler avec l'existant et de voir comment on pouvait réintroduire, en fait, puisque le programme, c'est de l'entrepôt logistique avec des bureaux. Et l'entrepôt logistique, c'est redoutable parce que ça demande donc des surcharges au sol très importantes, puisque c'est des camions, c'est des marchandises qui sont stockées. Et le deuxième point, c'est la question de la trame structurelle, puisque vous avez des trames qui sont tout à fait standards aujourd'hui. Et si vous n'avez pas ces trames, vous ne pouvez pas faire passer les camions, vous ne pouvez pas avoir les palettes qui s'empilent. Et donc la chance a été que la trame d'origine correspondait tout à fait aux normes d'aujourd'hui de l'activité industrielle. Et là, vous avez donc la trame désossée, avec donc c'est des poteaux en fonte. Alors, ce qu'on ne peut pas voir malheureusement, c'est que ces poteaux en fonte, ils sont d'une hauteur peut-être de 10 mètres et ils existent aussi en sous-sol. C'est-à-dire qu'en fait, comme le sous-sol est très mauvais, ces poteaux se retrouvent en fait en fondation. Donc, c'est exactement les mêmes, qui sont en fait en négatif. Et donc, le bâtiment caché en fait dans sa coupe est aussi important que le bâtiment qui est vu. Voilà, et donc le travail des architectes, ça a été donc de réhabiliter cette grande halle en fait en la divisant en lots et de greffer, si vous voulez, des parties bureaux qui sont beaucoup plus, je dirais, à petite échelle et adaptées à des usages de bureaux qu'on peut chauffer beaucoup plus facilement. Vous voyez en coupe. Donc un système qui fonctionne très très bien avec des aires aussi de retournement de camions, une desserte ici
double desserte par les voies latérales, également la construction d'un petit bâtiment neuf de bureaux. Donc je dirais, ça fait plaisir de temps en temps de voir que l'usine reconvertie, c'est pas seulement des musées ou des bâtiments culturels luxueux, mais c'est aussi de l'activité industrielle qui renaît en quelque sorte. Voilà. Et donc l'intérieur, c'est pas spectaculaire, mais ça fonctionne très très bien, parce que pour un promoteur privé, lui, c'est avant tout la question de la rentabilité. Et vous voyez ici à gauche donc les palettes là qui sont empilées. Donc on a de la robinetterie, on a toutes les fonctions possibles de stockage les plus banales, mais ça fonctionne et c'est très très bien éclairé. C'est isolé aussi, donc c'est des locaux qui fonctionnent très très bien. Comme c'était des sols d'usine et qui avaient des surcharges de l'ordre d'à peu près, je crois, 1 tonne, donc vous voyez, c'est tout à fait adapté en fait au stockage. Et puis là, vous avez sur la droite, donc la partie, ça c'est un marchand d'appareils sanitaires, vous voyez, qui s'est installé là. Donc c'est pas souvent qu'on rentre dans un dépôt d'appareils sanitaires avec une telle architecture, vous voyez, avec double volume, briques apparentes, luminaires adaptés, structure poteau-poutre, grand vitrage, vous voyez, c'est assez étonnant. Voilà. Et donc le coût là aussi a été aussi intéressant parce que même si les entrepôts logistiques d'habitude sont très très économiques, hein, sur ce terrain, on est arrivé à un prix plus bas, c'est-à-dire qu'on est à 10 500 000 euros de travaux, hein. Donc ça c'est du hors-taxe travaux, sans honoraires, sans les frais de relevé, etc., de taxes de raccordement. Et en neuf, on serait arrivé en fait à 14 millions. Donc ce qui prouve que même dans le cas de la promotion, vous voyez, privée, et avec des normes thermiques, on peut arriver aussi à des coûts tout à fait intéressants. Voilà. Et pour terminer, je voudrais juste vous montrer un exemple que je n'ai pas analysé en détail, mais c'était à l'occasion d'un voyage avec des étudiants. En fait, on est allé dans le Nord-Pas-de-Calais, en fait, visiter des sites industriels, et on est tombé sur la condition publique là, à Roubaix, qui était une ancienne usine de transformation de la laine, usine qui a été très très longtemps en friche et qui a été réutilisée en quelque sorte en fabrique culturelle avec des activités très variées et très innovantes, et avec un minimum de moyens par l'architecte Patrick Bouchin. Et ce qui est tout à fait intéressant, et qui peut être très décevant pour un visiteur non averti, c'est que vous rentrez, vous ne voyez rien pratiquement comme modification. Vous avez l'impression que vous êtes dans une friche avec très très peu de choses de fait. Et en fait, ce minimalisme, malgré tout, fait que l'usine fonctionne parfaitement, notamment au niveau de son éclairage, puisque un des grands défis de l'architecte, c'était que les artistes puissent répéter à la lumière naturelle. Donc la salle de spectacle aussi possède des ouvrants. On peut également répéter dans la halle. C'est une opération très économique qui se fait morceau par morceau. C'est-à-dire, contrairement aux opérations d'envergure qu'on doit inaugurer à la fin du mandat du maire, là, c'est pas du tout le cas. C'est une opération par étapes, avec des risques énormes parce qu'il y a encore aujourd'hui des fissures un peu inquiétantes qui restent. Et l'architecte gère en fait ces questions-là, c'est-à-dire qu'il prévoit des phases de travaux en fonction du risque d'urgence. Et ça, c'est très important d'évaluer le risque dans une opération de réhabilitation parce que souvent, vous n'avez pas tous les budgets. Donc, entre démolir parce que ça coûte trop cher et réhabiliter, vous pouvez vous dire aussi, vous stoppez des fractures dangereuses et puis dans quelques années, quand il y aura un peu d'argent, vous pourrez réparer. Donc ça, c'est une question importante, donc la question de l'économie, qui pose donc la question des temporalités, donc l'intervention du projet, qui ne doit pas forcément se faire en une fois. Et ça pose également la question de la maîtrise d'usage, parce que ce qui est très intéressant, c'est le travail de Patrick Bouchin, qui lui était habitué dans sa jeunesse à travailler plutôt comme scénographe. Il connaît le milieu du théâtre, et donc il a toujours travaillé en direct avec les utilisateurs et les usagers. Et donc sa conception de l'espace, c'est pas un projet qui est fait en chambre
par le génie de l'architecte, mais c'est un travail collectif qu'il appelle la maîtrise d'usage. Donc c'est une forme de maîtrise d'ouvrage, je dirais collective. Et par exemple, dans ce bâtiment-là, en fait, il a construit une sorte de cabane en bois, et donc là-dedans se réunissaient les architectes, les artistes, les gestionnaires du site, les ouvriers, et donc c'était un espèce de forum commun, en fait, qui permettait des décisions communes et qui s'est révélé extrêmement efficace pour définir un projet en grande partie donc établi sur le site et pas sur des plans en chambre sur AutoCAD. Et ça n'empêche pas qu'il y a des interventions d'architectes. Bon, je ne les ai pas peut-être ici très fortement. Il y a quelques interventions aussi d'artistes très intéressantes. Et ce qui est très intéressant, c'est aussi la toiture terrasse, donc, qui permet de découvrir aussi tout ce paysage usinier de Roubaix, vous voyez. C'est un vrai paysage au sens large. Et également cette terrasse qui aujourd'hui est classée Natura 2000 parce que vous avez sur cette végétation qui a poussé de façon naturelle des espèces qu'on ne trouve pas ailleurs en France, parce que vous avez je crois que c'est grâce au transport de la laine, notamment de Pologne, où vous avez des espèces qui ont été transportées ici, qui sont uniques en France. Et donc cette espèce de pelouse en fait est classée, et donc vous n'avez pas le droit de marcher dessus actuellement. Voilà. Et donc en conclusion, je dirais que sur la question de l'économie, j'ai essayé de définir un certain nombre de points qui me paraissent un peu essentiels pour une économie raisonnée. C'est déjà respecter la valeur patrimoniale, parce que sauvegarder les traces, c'est aussi de l'économie, hein, c'est ce qu'on appelle aussi l'énergie grise, avec la question du sens de l'édifice. Hein, si vous déviez du sens, vous perdez ce respect. Il y a la question ensuite de l'état du bâti. Parfois, il y a des bâtiments qui sont tellement dégradés qu'il faut se poser la question de leur sauvegarde. Hein. Il ne faut pas réhabiliter systématiquement, je pense. Et donc se pose la question, bien sûr, du diagnostic du bâti, mais aussi diagnostic des fondations, diagnostic de la pollution. Hein. C'est le troisième point. Donc la pollution du sol est essentielle parce que la plupart des sites industriels ont été pollués. Et donc se pose la question aussi de la stratégie. Parfois, ça peut être même un avantage, un atout, parce que vous pouvez aussi confiner la pollution, par exemple dans une dalle au sol, sans tout démolir. Alors que si vous allez tout démolir, vous allez, je dirais, détruire ce qui est confiné, et enfin, au contraire, ouvrir ce qui est confiné. Donc, vous allez être amené en fait à enlever les terres polluées hors du site, ce qui va coûter extrêmement cher. Donc tout dépend, c'est au cas par cas, c'est en fonction du diagnostic. Et là, vous avez besoin donc d'avoir des diagnostics qui sont faits par des laboratoires spécialisés, qui coûtent cher parce qu'il faut faire beaucoup d'analyses en laboratoire. Donc c'est une question importante. Quatrième point, c'est la question du programme. Donc j'ai parlé du rapport entre programme et fonction. C'est pas la peine d'appliquer un programme à un bâtiment qui ne l'intègre pas. On voit un peu la question, le débat qui se pose aujourd'hui sur la halle Freycinet, où il y a des décideurs qui souhaitent démolir une partie des parties latérales. Je pense que le bâtiment, il a une intégrité, hein, et il faut qu'on trouve un programme, ou en tout cas que le programme il puisse rentrer correctement, il s'insère dans le bâtiment, quitte à garder provisoirement des espaces à la recherche d'un futur usage. Autre point, c'est la question des normes, hein, donc j'ai déjà parlé, donc ça, il faut cerner ces questions-là. Parfois, une question d'incendie va remettre en cause complètement un projet. Je pense notamment aux structures en fonte qui sont très difficiles à calculer, puisque la fonte, c'est un alliage composite, et donc on ne sait pas aujourd'hui calculer l'importance, la résistance au feu réel d'un poteau en fonte. Et donc ça pose de très très gros problèmes, notamment quand on a des usines en étage. Voilà. Et puis après, c'est la question du développement des potentialités de l'espace, en fait, par rapport au développement durable. Donc je vous ai parlé tout à l'heure
de la question de l'inertie, de la question des grandes ouvertures. Donc c'est des apports solaires, c'est de l'inertie. En même temps, ces bâtiments-là, c'est des passoires. Donc comment est-ce qu'on va sauvegarder les façades? Est-ce qu'on va les isoler par l'extérieur en détruisant complètement toutes ces traces, ces traits, je dirais, de la naturelle du patrimoine industriel? C'est une question quand même très très difficile qui va s'amplifier avec donc la RT 2012. Hein. Je ne sais pas vraiment comment on va faire, ça va être très très compliqué. Et puis le dernier point, c'est pour reprendre un peu ce que fait, je dirais, la pratique de Patrick Bouchat notamment, mais il n'est pas le seul, c'est un peu ce qui s'est fait aussi sur l'atelier 231 et ce qu'on voit dans beaucoup de friches qui sont réutilisées par des artistes, c'est la question de la maîtrise d'ouvrage. Et donc je pense qu'il faut revoir complètement nos pratiques en termes de maîtrise d'ouvrage. On ne peut plus travailler de façon, en tout cas si on veut poser le problème de l'économie, avec cette division, le bureau d'études qui fait un diagnostic, architecte qui fait une faisabilité, programmiste qui voit si on peut intégrer un programme, concours de maîtrise d'œuvre, intégration d'un archi d'intérieur. Tout ça, c'est complètement opposé, ou même division entre un architecte des monuments historiques qui va faire l'extérieur et architecte à la mode qui va faire l'intérieur. Je veux dire, c'est des modes de division qui vont complètement à l'encontre de l'intégrité du bâtiment. Donc je pense qu'il y a une vraie question qui se pose et qui est malheureusement rarement résolue. Donc je pense que dans votre vie professionnelle, vous aurez aussi à revoir ces questions-là. Et donc c'est un peu ma conclusion. Je crois que l'innovation, elle ne se situe pas spécialement au niveau d'une conception spatiale, je dirais un peu magique, ou avec des matériaux exceptionnels, mais dans le fait de revisiter le process de la maîtrise d'ouvrage, en évitant une parcellisation du travail, avec un dialogue beaucoup plus fort entre bureaux d'études et architectes dès les phases de faisabilité, et aussi donc en créant des situations donc, qui permettent de travailler ensemble au sein d'une maîtrise d'ouvrage, je dirais, éclairée et efficace, et qui puisse être sur un phénomène de temporalité multiple. Voilà, je vous remercie pour votre attention.